complètement Maud, puisqu'elle est occupée, elle a les mains occupées, et pas seulement, j'imagine. Donc je la remercie beaucoup d'être là pour cette journée, et je lui donne la parole. Et je ferai respecter le temps à tout le monde, donc j'enverrai les petits mots pour vous dire au bout de 10 minutes qu'il reste moins de temps. D'accord, 20 minutes c'est ça? Oui, 15-20 minutes. Merci beaucoup Eric, Anna pour cette invitation. Je m'excuse des circonstances un peu particulières de ma participation qui n'était pas tout à fait prévue comme ça. Alors moi je vais effectivement pas parler spécifiquement selon une perspective d'étude de genre, mais mon approche qui est de tenter de présenter ce que serait le bolsonarisme si tant est que cette catégorie ait une véritable validité. Vraiment le cœur de ce bolsonarisme, c'est-à-dire l'entourage très proche de Bolsonaro, en particulier dans ses cercles militaires. On va voir, je vais vous présenter des éléments qui dialoguent très fortement avec les présentations de Eric et de Anna et qui donnent une possible interprétation ou une première interprétation sur pourquoi le genre est si menaçant pour ces catégories ultra-conservatrices. Donc j'espère que ma communication ne va pas trop recouper celle d'Armel Enders. Je vais pas parler des dynamiques sociales du bolsonarisme, ni des facteurs du vote en faveur de Jair Bolsonaro, mais véritablement, simplement de ses cercles les plus proches. D'abord sur le mot de bolsonarisme, c'est une catégorie qui est sujette à caution, puisqu'elle se construit autour d'une figure qui est quand même exceptionnellement médiocre d'un point de vue intellectuel et politique. Jair Bolsonaro lui-même n'est pas producteur d'un discours nouveau, ni même d'une synthèse propre à mes yeux. C'est une figure d'opportunité qui a rendu visible un secteur assez particulier de la vague conservatrice qui a gagné du terrain au Brésil depuis la fin des années 2000 et de manière plus visible depuis 2013. Donc le premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est que Jair Bolsonaro incarne un certain conservatisme militaire. Et ce depuis le début de sa carrière politique, puisque, comme vous le savez tous ici probablement, Jair Bolsonaro lui-même est issu d'un sous-officialat conservateur, c'est un capitaine de la réserve qui a été exclu de la force parce qu'il portait les revendications salariales des officiers et prévoyait de mener des actes de violence pour porter ses revendications. Et ensuite, son entrée en politique, immédiatement après son exclusion de l'armée de terre, s'est faite autour de l'appui de revendications des officiers, des sous-officiers et des membres de la police militaire de l'État de Rio. Et c'est cette carrière politique, il faut savoir que l'État de Rio est un lieu de très forte concentration militaire, de l'armée de terre, et de très forte proximité entre la police militaire et l'armée de terre. Et ce discours politique avait une dimension idéologique forte, puisque, en plus de porter les intérêts concrets de la corporation dans laquelle il est issu, il a tenu un discours très important dans ces catégories, autour de la criminalité, du narcotrafic, de la sécurité publique, des prisons, selon lequel la criminalité est à la fois nourrie par l'environnement des périphéries urbaines, par les favelas, mais aussi nourrie par la gauche et par le progressisme en général, qui serait inféodé aux gangs et au narcotrafic. Donc ça, c'est vraiment le cœur d'un certain discours, qui est le discours de Jair Bolsonaro pendant les 25 ans de sa carrière politique. Mais Bolsonaro lui-même, au cours de cette carrière politique de plus de 2 décennies, porte également un autre discours militaire lié au passé récent du Brésil et plus particulièrement à la dictature militaire. D'abord parce que dans le discours d'un certain nombre de cercles militaires conservateurs, il existe une ligne de continuité entre l'ennemi subversif communiste des années 60 et 70 et la criminalité urbaine des années 80 et à 2000. D'ailleurs, une image extrêmement récurrente dans ces cercles est l'image de la Colombie. Colombie étant le pays qui aurait été envahi par une subversion liée au narcotrafic, par manque d'une dictature militaire dans les années 60 et 70 qui n'aurait pas suffisamment fait disparaître la subversion communiste. Et cette continuité entre le discours des cercles dont il est issu, Jair Bolsonaro, c'est-à-dire les cercles plutôt de la jeunesse militaire et de la police militaire de Rio,
Et la référence au passé récent le fait se rapprocher de cercles de militaires de la réserve qui s'organisent dans les années 90 et dont l'unique raison d'être est de lutter contre tout processus de justice transitionnelle autour de la dictature militaire. Justice transitionnelle, c'est-à-dire pas simplement la tenue de procès, qui ne se sont jamais tenus au Brésil, comme vous le savez, puisque l'amnistie n'a jamais été remise en cause, mais aussi opposition à l'ouverture d'archives, opposition à des dispositifs pédagogiques autour de la dictature militaire, opposition à la tenue de commissions vérité, de mémoire, de justice, et donc évidemment à la mise en place de la Commission nationale de la vérité, qui va finalement ouvrir ses travaux en 2012, et dont Jair Bolsonaro va être la figure d'opposition au Congrès. Plus des 2/3 de ses interventions au Congrès entre 2012 et 2014 concernent la Commission nationale de la vérité. Donc Jair Bolsonaro fait évoluer sa figure de représentant des militaires au Congrès autour de la référence à la dictature militaire et de la tenue de la Commission nationale de la vérité. Dernier élément à comprendre, et vous allez voir en quoi tout ce que je vous dis sur l'entourage militaire de Jair Bolsonaro va parler finalement avec ce que vous avez dit sur les questions de genre, mais dernier élément à avoir en tête, c'est que Jair Bolsonaro, c'est un parachutiste, c'est un ancien capitaine parachutiste, et il est entouré d'un micro-milieu de parachutistes qui vont, eux, poursuivre leur carrière à l'intérieur de l'armée, et qui portent un discours spécifique également à l'intérieur de l'armée de terre, puisque les parachutistes ont été très employés dans la répression aux guérillas urbaines et rurales pendant la dictature militaire, et vont en garder une culture institutionnelle propre. Pour vous donner un exemple de cette marque du passé de la dictature militaire, le slogan des unités parachutistes, particulièrement lorsqu'elles portent un discours politique, c'est Brasil acima de tudo, le Brésil au-dessus de tout, slogan qui a été formulé par un groupuscule fascisant au début des années 70, qui s'appelait l'étincelle nativiste, et qui va devenir le slogan des unités parachutistes de la Villa Militar, les grandes garnisons de Rio, et qui a été repris ensuite par Jair Bolsonaro comme son slogan de campagne, puis son slogan présidentiel. Cette appartenance au groupe, à l'unité d'élite des parachutistes, une unité qui se considère comme particulièrement une élite de l'institution, une élite professionnelle de l'institution, autour de valeurs à la fois d'autorité et de virilisme, très clairement, se traduit par l'entourage actuel de Jair Bolsonaro, puisque l'intégralité de son entourage actuel au gouvernement sont des anciens parachutistes. En particulier la figure de Augusto Heleno, le général Augusto Heleno, qui est actuellement le chef du cabinet de sécurité institutionnelle, qui est à la fois un ancien parachutiste, un ancien des forces spéciales, et j'y reviendrai, un ancien commandant de la force de paix en Haïti, de la MINUSTA, dans les années 2000, qui est aussi le trait hégémonique de l'ensemble de l'héritage de l'entourage de Bolsonaro. Et tous ces éléments-là vont définir, je vais le mettre en avant, une certaine culture politique, alors culture politique, même si l'expression n'est pas forcément heureuse, mais en tout cas un certain nombre de références politiques, c'est-à-dire une pensée sécuritaire qui est obsédée par l'idée de la survie d'une menace subversive, à géométrie variable en fonction des locuteurs, mais qui est un ennemi de l'intérieur, qui est porteur d'un discours politique de gauche, communiste, progressiste. Les mots varient selon les acteurs, mais en tout cas, l'ennemi intérieur demeure. Il a survécu à la fois à la fin de la dictature militaire et à la fin de la guerre froide. Discours d'exaltation d'un pouvoir fort, unique réponse à la survie de cet ennemi de l'intérieur, pouvoir fort qui serait impossible à être mis en œuvre par une classe politique qui serait intrinsèquement corrompue, faible, intéressée par des intérêts particuliers et incapable de ne pas diviser la nation. Alors ça, c'est un élément de l'imaginaire militaire brésilien et au-delà, latino-américain, plus large que les secteurs ultra-conservateurs. Mais ces éléments que je vous ai mis en avant, jeunes officiers conservateurs, anciens militaires de la réserve nostalgique de la dictature et parachutistes, c'est les trois lignes de compréhension de l'entourage militaire de Jair Bolsonaro qui expliquent sa culture politique, en fait, ce qui porte politiquement
depuis le début de sa carrière politique, et plus particulièrement quand il prend de l'ampleur politiquement, c'est-à-dire au début des années 2010, et en particulier à partir de la réunion de la commission vérité. Et alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cet imaginaire militaire, ultra-conservateur, qui va survivre à la transition démocratique, il a un élément de définition des nouvelles couleurs prises par l'ennemi communiste, qui date en fait de la fin des années 60 et du début des années 70, lorsque, au moment de l'arrivée au pouvoir d'un deuxième général sous la dictature, qui s'appelle le général Costa y Silva, un groupe militaire plus lié à des secteurs catholiques intégristes parvient au pouvoir, en particulier lié au groupe Tradition Famille Propriété, qui est une multinationale de l'intégrisme catholique qui se fonde au Brésil en 1962, et qui va définir une nécessité qui va mettre en avant la nécessité de redéfinir l'anticommunisme autour de l'idée que le communisme n'est pas simplement une menace politique, mais qu'elle a une menace sexuelle et morale, et que l'effervescence culturelle, la libération sexuelle, l'affirmation de nouveaux mouvements sociaux, en particulier le féminisme, à partir de 1968 au Brésil, est une évolution de la stratégie du mouvement communiste international qui entreprend de mener une révolution culturelle en parallèle des opérations de guérilla et de la révolution politique. Et donc il va y avoir véritablement la rénovation d'un anticommunisme au début des années 70 au Brésil, porté par ces cercles à la fois intégristes et militaristes liés au gouvernement de Costa y Silva, qui va marquer les milieux militaires conservateurs dont Bolsonaro est d'une certaine manière l'héritier, à travers les cercles que je vous ai mis en avant. Et alors, tous ces éléments-là, autour de l'entourage militaire, autour de l'héritage militaire de Bolsonaro, croisent une autre grande dynamique qu'il faut bien comprendre, qui est la pénétration dans ces cercles de la théorie du marxisme culturel à partir des années 70. Alors la théorie du marxisme culturel, j'imagine que beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit. C'est une thèse qui est formulée dans les cercles conservateurs américains au milieu des années 70, selon laquelle la subversion, le nouveau visage de la subversion, serait un visage culturel, moral et sexuel, et qui correspondrait en fait à l'adoption par l'ennemi marxiste d'une stratégie gramscienne, c'est-à-dire de la réalisation d'une révolution culturelle en préalable, en parallèle ou à la place, dans l'immédiat, d'une révolution politique. Et alors, ce qu'on dit très souvent au Brésil, pour ceux qui suivent la tentative de décryptage du bolsonarisme depuis quelques mois, le discours qui est tenu souvent, c'est que ces théories-là auraient pénétré au Brésil dans les années 90 par la figure très provocatrice et originale d'un pseudo-philosophe qui s'appelle Olavo de Carvalho, qui aurait été l'introducteur au Brésil de ces théories-là. Effectivement, il en a beaucoup popularisé les contenus, mais ce qu'il faut avoir dans l'idée, c'est que depuis les années 70, ces théories du marxisme culturel sont en réalité coproduites dans l'espace américain par des réseaux à la fois nord-américains, mais aussi sud-américains, et en particulier catholiques intégristes brésiliens. Puisque depuis le début des années 70, cette idée de la menace culturelle, morale et sexuelle, elle est déjà formulée dans cette énorme multinationale qui est Tradition Famille et Propriété, qui est en contact direct avec la Heritage Foundation et qui est en contact avec la Free Congress Foundation, puisque ce sont des réseaux qui très rapidement font disparaître les conflits entre catholiques et protestants et se réunissent sur la base d'un même agenda conservateur. Donc, ce que je voudrais dire pour conclure, parce que mon temps s'achève, c'est que cette idée d'une menace culturelle de manière très très large, qui est incarnée par les mouvements de population racisée, par les mouvements féministes, par les mouvements LGBTQ, par les mouvements de revendication des droits des indigènes, par un certain nombre d'ONG qui sont considérées comme des marionnettes d'un
mondialisme, globalisme, qui serait le nouveau visage de l'international communiste, en fait. Tout ça est quelque chose qui n'est pas introduit par un unique homme, mais qui est véritablement introduit depuis le début des années 70 dans des cercles conservateurs civils et militaires, qui devient véritablement un des socles de la pensée militaire conservatrice dans les années 90, voire d'une certaine manière une doctrine militaire alternative sous la plume d'un général qui s'appelle le général Sergio Giavelar Coutinho, qui écrit un livre en 2002 qui s'appelle La Révolution gramscienne au Brésil, ou gramsciste, je ne sais plus, et qui a un succès de librairie publié par la Bibliex, la bibliothèque de l'armée, et qui a un succès de librairie dans les milieux militaires et au-delà, et qui va véritablement, il y a 4 références bibliographiques, si c'est en ligne, c'est assez facile à trouver, 4 références bibliographiques, dont l'un est Olavo de Carvalho, donc il y a effectivement une dimension de popularisation par Olavo de Carvalho, mais qui s'appuie sur une pensée militaire préalable. Donc, tout ça pour dire que pourquoi le genre est si menaçant, parce que ces secteurs-là considèrent qu'ils mènent une guerre, qu'ils sont dans une guerre, et que cette guerre-là, elle est menée depuis un siècle, en fait, et que l'ennemi a changé de visage, l'ennemi a acquis à la fois une stratégie différente, des agents différents, des idiots utiles, hein, qui est une formule extrêmement récurrente dans les mots du gouvernement, mais qui en fait est extrêmement compatible avec une pensée militaire préexistante, et qui mène, alors ça c'est pas forcément lié aux questions de genre qui vont être débattues ici, à relativiser un discours assez classique au Brésil sur l'existence d'un camp idéologique et d'un camp militaire auprès du gouvernement, puisque ce camp idéologique supposément lié à Olavo de Carvalho, ce camp militaire supposément de valeurs plus traditionnelles et moins axé sur les questions de genre et de sexualité, en fait partagent un discours commun, et ce depuis longtemps. Il y a des hostilités de personnes, il y a des hostilités de réseau, mais il y a un projet de guerre culturelle qui est partagé par ces réseaux et qui a pour cible les populations qui sont les populations considérées comme déviantes par rapport à un modèle patriarcal, familial, blanc, qui est également extrêmement appuyé par les forces religieuses conservatrices, qui sont une des bases fondamentales du gouvernement. Donc je m'excuse d'aller un peu rapidement sur les conclusions à tirer de ces propos-là, mais je voulais ouvrir sur les questions de genre à partir de cette perspective qui est du clan militaire, et du clan militaire extrêmement idéologisé, et ce depuis les années 70 qui entourent le pouvoir bolsonariste. Je vous remercie. Merci. Je me permets juste une phrase avant de passer la parole à l'intervenante suivante. Effectivement, du côté des études de genre et des attaques contre les études de genre, le Vatican a produit un certain nombre de documents qui comparaient les études de genre au marxisme. Tony Alatrella en particulier, que je ne présenterai pas, mais consultant auprès du Vatican sur ces questions et par ailleurs incriminé dans des affaires d'agression sexuelle sur des séminaristes, Tony Alatrella dit toujours que c'est encore plus dangereux que le marxisme, les études de genre. Mais c'est toujours ça la comparaison. Donc c'était juste pour dire le lien, en tout cas du côté des producteurs de l'expression théorie du genre. Je passe la parole à Armelle Anders, qui est ma collègue ici, également historienne, et je la remercie également beaucoup de sa présence. Je tiens à dire que tout le monde a été sollicité au cœur de l'été, et donc j'apprécie d'autant plus les réponses positives. Merci Eric.